Les États-Unis sont de nouveau confrontés à un défi de taille. Hausse d'impôts et coupes budgétaires pourraient frapper l'économie. En janvier, les démocrates qui contrôlent le Sénat et les républicains majoritaires à la Chambre des représentants ont trouvé un compromis pour retarder le mécanisme surnommé mur budgétaire. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord durable pour maîtriser la dette. S'ils ne trouvent pas de solution d'ici fin février, 2 mécanismes automatiques s'appliqueront. Les impôts pourraient augmenter de 20% en moyenne après l'expiration de réductions d'impôts temporaires mises en place par George W. Bush. Et des coupes drastiques pourraient amputer les budgets de la santé, la protection sociale et la défense. Ces coupes automatiques remontent à l'été 2011. À l'époque, la dette américaine allait atteindre le plafond maximum autorisé. Le pays était au bord du défaut de paiement. Le Congrès a exigé, en autorisant le relèvement du plafond, une réduction du déficit de 1200 milliards de dollars sur 10 ans. Par ailleurs, les États-Unis ont de nouveau atteint le plafond de la dette en décembre 2012. En janvier, le Congrès a autorisé le gouvernement à dépasser ce plafond jusqu'au 18 mai, le temps pour la Chambre et le Sénat de trouver un compromis pour réduire le déficit. Voilà une déclaration qui n'est pas prête d'atténuer la guerre commerciale entre les deux pays. Les États-Unis accusent la Chine de manipuler sa monnaie, en cause une forte baisse de la valeur du yuan ce lundi. La monnaie chinoise a franchi le seuil symbolique des 7 yuan pour $1, du jamais vu depuis près d'une décennie. Donald Trump s'insurge sur Twitter et s'engage à signaler cette pratique au Fonds monétaire international via le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Un regain de tension qui s'est ressenti dès lundi sur les marchés boursiers. Les principaux indices de Wall Street ont enregistré leur pire journée pour 2020. Je pense que c'est la Chine qui signale qu'elle en a assez. Le seuil des 7 yuan, je ne sais pas si c'est économiquement important, mais psychologiquement, ce seuil a toujours été une limite. La semaine dernière, la Chine s'est engagée à prendre des mesures de représailles puisque le président américain a promis d'imposer des droits de douane de 10% sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Jusqu'alors, les biens de consommation courante étaient assez épargnés par la guerre commerciale entre les deux pays. Une situation qui pourrait bien basculer si les menaces américaines sont mises à exécution. Pour Donald Trump, depuis le début de la crise sanitaire, le responsable est tout trouvé, la Chine. Le président américain multiplie les attaques contre Pékin, qu'il accuse de ne pas avoir su contenir l'épidémie de coronavirus, alors qu'elle est apparue sur son sol. La dernière accusation en date, la voici. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. Whether it started off as a mistake and then they made another one, or did somebody do something on purpose? That's a hard question for them to answer. L'administration Trump accuse de plus en plus clairement la Chine. Oui, ce dimanche, dans une interview à la chaîne ABC, le secrétaire d'État Mike Pompeo a enlevé ses gants et a pointé du doigt Pékin avec un ton très peu diplomatique et même, pour tout dire, inédit entre Pékin et Washington. La Chine est connue pour infecter le monde, dit Mike Pompeo. Il affirme que le virus est bien parti d'un laboratoire de Wuhan. Je le cite, « Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti. Ce n'est pas la première fois que la Chine met ainsi le monde en danger à cause de laboratoires qui ne respectent pas les normes. » Et Pompeo ajoute même « Les meilleurs experts pense que ça a été créé par l'homme. Je n'ai aucune raison de ne pas le croire. » Alors là, la journaliste... Alors que le coronavirus balaie le monde, les gens commencent à se rendre compte que les micro-organismes peuvent nuire gravement à la santé humaine et à la société. We are dying. We are getting sick. La pandémie a également rappelé des souvenirs des incidents précédents entourant les expériences biologiques. C'est pourquoi récemment, un laboratoire militaire américain dans le Maryland est devenu le centre d'une discussion animée. Créé par le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, Fort Detrick était initialement un centre de recherche secret pour la guerre des germes. La bactérie étudiée à Fort Detrick comprenait l'anthrax, un agent mortel et hautement infectieux qui a été utilisé dans des attaques terroristes. Pendant la guerre, le gouvernement américain a commandé 1 million de bombes anthrax. Aujourd'hui, la base dispose d'installations de recherche haut de gamme, notamment l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine, qui dirige les recherches du gouvernement américain sur certaines pathogènes les plus dangereuses, comme Ebola.
En juillet 2019, cependant, la recherche à Fort Detrick s'est arrêtée après que les autorités sanitaires ont fermé ces laboratoires pour des raisons de sécurité. Une porte-parole du CDC a confirmé que toutes les recherches sur certains agents et toxines dans les laboratoires de niveau de biosécurité 3 et 4 étaient suspendues. À l'intérieur des laboratoires, le CDC a constaté au moins 6 violations des directives fédérales, y compris des procédures de confinement d'importance critique. De plus, l'inventaire des agents en question dans le laboratoire était inexact. Il y avait aussi des fuites causées par un système dysfonctionnel de décontamination des eaux usées, bien que le CDC ait affirmé que les fuites étaient limitées dans les laboratoires. La partie la plus suspecte du rapport d'inspection du CDC est de la suppression de nombreuses informations, laissant les agents impliqués dans 2 infractions non identifiées. Le CDC a refusé de donner plus de détails pour des raisons de sécurité nationale. Carol Krim, membre de la Chambre des délégués du Maryland, fait partie de ceux qui ont mis en doute le manque de transparence sur le risque pour la santé et la sécurité de la base militaire de Fort Detrick. Au fil des ans, Fort Detrick a été impliqué dans plusieurs controverses. L'incident le plus célèbre est l'attaque à l'anthrax en 2001. En septembre 2001, des courriers contenant des bacillus anthracis ont été envoyés au gouvernement américain et à certains médias. L'incident a fait 5 morts. Les 2 principaux suspects étaient tous 2 anciens chercheurs de Fort Detrick. Ces incidents méritent d'être examinés davantage et nécessitent qu'on accorde plus d'attention à la situation de la recherche biologique américaine. Un sourire retrouvé auprès de sa mère après 3 semaines de cauchemar. Chen Samirata a 18 ans, il vit en Floride et le mois dernier, il appelle les urgences. C'était comme une attaque cardiaque. Je sentais ma poitrine se contracter et je ne pouvais plus respirer. Ça m'a paniqué. Les médecins ont dit « Vos poumons s'affaissent, on vous opère tout de suite ». Depuis l'hôpital, l'adolescent poste ses vidéos sur les réseaux sociaux. Sa poitrine est intubée, inflammation, perforation du poumon, disent les médecins. Vous n'avez jamais été un fumeur traditionnel? Jamais. Qu'est-ce que vous consommiez? Juul. Juul, la marque de cigarettes électroniques utilisée par l'adolescent depuis 2 ans. L'entreprise refuse tout commentaire. Pour les médecins, le vapotage est une cause déterminante. Ailleurs en Amérique, Emily Chapman a accueilli en un mois 4 autres adolescents, malades eux aussi des poumons. Ils n'entraient dans aucune catégorie connue, déjà observée en tant que maladie pulmonaire caractéristique des adolescents. Donc il y a un nouveau schéma. Oui, un schéma nouveau de ce qu'on connaît jusque-là. C'est sur toute la longueur des poumons. Quand on regarde la radio, tout est anormal, de manière égale sur l'ensemble des poumons. Ces adolescents entre 16 et 18 ans vapotaient tous. Depuis le mois de juin, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies enquête sur 94 cas à travers le pays. Une seule marque de e-cigarettes est-elle en cause? Contiennent-elles des produits irritants? Les adolescents y ont-ils ajouté des produits illégaux? Voici les questions qui se posent. The only thing less cool than smoking is vaping. And the only thing that's less cool than vaping is putting up that like crazy amount of smoke. So why is it less cool than smoking? Vaping? Yeah. Everybody knows that vaping isn't cool. You're having this like weird I don't think smoking. In 1968, about 6,000 sheep died near this government facility. They were poisoned by a chemical weapon named VX. The U.S. hasn't been known to actively use VX in combat. In fact, it's begun destroying its stockpile of chemical munitions as part of a UN treaty. But it's just one of many strange and secretive experiments that happen within these walls. Experiments on sheep, mosquitoes, and even civilians.
About 85 miles southwest of Salt Lake City is the U.S. government's top-secret bioweapons lab. It's called the Dugway Proving Ground. The 77-year-old facility covers about 800,000 acres. That's just a little larger than the entire state of Rhode Island. And it tests some of the deadliest chemical, biological, radiological, and explosive hazards on Earth. Less famous than Area 51, Dugway dates all the way back to 1942. Certainly, today's Dugway is a far cry from the 1940s Dugway, which was entirely closed off to the public. But despite the shift in the level of secrecy, much of Dugway's testing remains classified, preserving the skepticism and mysteriousness surrounding the facility. In the past 15 years, I've worked on SARS coronavirus and MERS coronavirus in the lab. The virus is used in a secure biosafety level 3 laboratory here at University of Maryland. All of the precautions we use for SARS and MERS are in place for using this new coronavirus, and we'll be manipulating it and analyzing its functions the same way we did for SARS and MERS, where we infect cells with the virus. We try to understand how it affects different proteins and different pathways in human cells. We'll also be trying to make an animal model using mice to develop therapeutics models and to be able to test drugs in these animals and really understand how this virus causes disease, which is really unknown at the moment. Donald Trump reproche également à la Chine son manque de transparence sur le nombre de morts causés par le virus et la menace de représailles économiques. Toutes ces accusations de la part des États-Unis, le gouvernement chinois les nie en bloc. Sur la scène internationale, Pékin veut se montrer exemplaire dans la gestion de la crise, notamment en venant à l'aide de nombreux autres États, en leur fournissant par exemple des équipements médicaux et des experts. Les médias chinois accusent régulièrement les États-Unis de ne pas avoir pris la crise sanitaire au sérieux dès le début. Sur cette vidéo, par exemple, publiée par un journal chinois, 2 personnages. À gauche, l'un représente la Chine, à droite les États-Unis. On y voit Pékin, au fil du temps, prévenir les Américains du danger qui s'annonce et les conseiller sur la marche à suivre. Des conseils tous pris à la légère par Washington. L'affirmation selon laquelle la politique d'engagement des États-Unis avec la Chine a échoué n'est qu'une refonte de la mentalité de la guerre froide. Elle ferme les yeux sur tout ce qui a été réalisé dans les relations sino-américaines au cours des dernières décennies, montre une ignorance du processus historique et un manque de respect pour les peuples chinois et américains. C'est un virus politique qui est naturellement remis en question et rejeté par les Américains et la communauté internationale. Il y a plus de 40 ans, les dirigeants chinois et américains ont traversé le vaste océan Pacifique et se sont serré la main. Ce qui a rendu cela possible, c'est que les 2 pays adhèrent au principe du respect mutuel et cherchent un terrain d'entente tout en mettant de côté les différences idéologiques. Au cours des 40 dernières années et plus, depuis que les 2 pays ont établi des relations diplomatiques, plusieurs générations de Chinois et d'Américains ont travaillé ensemble pour faire progresser les relations sino-américaines. En conséquence, les relations bilatérales sont devenues l'une des relations les plus étroitement imbriquées au monde, avec les domaines de coopération les plus étendus et les intérêts communs les plus étendus. Personne ne peut ni ne doit nier ces faits. Alors que la Chine et les États-Unis diffèrent dans les systèmes sociaux et de nombreux autres aspects, ces différences n'ont pas affecté la coexistence pacifique et la coopération entre les 2 pays. Elles ne devraient pas affecter leurs relations bilatérales à l'avenir. Il n'est ni nécessaire ni possible que les 2 parties se changent. Au lieu de cela, nous devons respecter le choix fait indépendamment par les peuples les uns des autres. Les réalisations majeures de la Chine au cours des dernières décennies montrent que la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises convient non seulement à la Chine, mais a également profité au monde. La Chine continuera de poursuivre son développement et ses progrès pour répondre aux désirs de son peuple et apporter de nouvelles contributions encore plus importantes à l'humanité. Quiconque tente de faire dérailler ce processus ne peut qu'échouer.
Les États-Unis toujours à l'offensive contre la Chine en Europe. Après Londres, le secrétaire d'État Mike Pompeo a débarqué au Danemark. S'il avait appelé le monde à tenir tête à Pékin depuis le Royaume-Uni, à Copenhague, il enfonce le clou, dénonçant la compétitivité qui est à l'œuvre dans l'Arctique et le non-respect des règles par les Chinois. Il n'a cessé de pointer du doigt la naïveté dont ont toujours fait preuve les pays occidentaux à l'égard du géant asiatique et a justifié l'ordre de fermeture du consulat chinois à Houston. Il y a eu ce long problème du vol de la propriété intellectuelle par le Parti communiste chinois. Ce n'est pas seulement la propriété intellectuelle américaine qui a été volée, mais aussi la propriété intellectuelle européenne, et ça a coûté des centaines de milliers d'emplois. Pompeo a évité le sujet qui fâche avec les Danois, à savoir la proposition de rachat du Groenland par Donald Trump l'été dernier, qualifiée d'absurde par Copenhague. Dans l'intervalle, les ministres britanniques et allemands des Affaires étrangères se sont retrouvés dans le Kent et ils ont notamment évoqué la Chine et sa loi controversée sur la sécurité à Hong Kong. Nous voulons une relation positive avec la Chine, mais en ce qui concerne Hong Kong, et je dirais aussi le Xinjiang, la Chine doit se montrer à la hauteur de ses obligations et de ses responsabilités internationales. L'Allemagne va en tout cas mettre en œuvre les propositions que nous avons faites avec la France sur Hong Kong. Ce sont des mesures et des décisions très similaires à celles prises par la Grande-Bretagne. Hong Kong, Huawei et la 5G, le Covid-19, les nouvelles routes de la soie, les financements de ports et aéroports européens, le vol de la propriété intellectuelle, le respect des droits de l'homme, les Ouïghours. Aujourd'hui, l'influence chinoise est grande dans tous les domaines et les sujets de tension nombreux entre occidentaux et chinois. En février, Washington a reclassé 5 organes médiatiques d'État chinois présents sur le territoire américain en tant que mission étrangère. Les États-Unis ont également réduit à une centaine le nombre de ressortissants chinois autorisés à travailler dans les bureaux de ces médias d'État. La Chine a réagi en expulsant des journalistes américains travaillant pour le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. Nous avons dit à plusieurs reprises que les États-Unis sont entièrement responsables de la situation actuelle. Nous exhortons les États-Unis à cesser immédiatement leur répression politique à l'encontre des médias et des journalistes chinois. S'ils persistent, la Chine sera forcée d'apporter une réponse nécessaire et légitime pour sauvegarder ses droits. Quant à la gestion de savoir si les journalistes américains basés à Hong Kong seront touchés, ce que je peux vous dire, c'est que la région administrative spéciale de Hong Kong fait partie de la Chine. Le gouvernement central a le pouvoir diplomatique de faire des réponses nécessaires et légitimes à la suppression déraisonnable des médias chinois aux États-Unis. En février, Washington a reclassé 5 organes médiatiques d'État chinois présents sur le territoire américain en tant que mission étrangère. Les États-Unis ont également réduit à une centaine le nombre de ressortissants chinois autorisés à travailler dans les bureaux de ces médias d'État. La Chine a réagi en expulsant des journalistes américains travaillant pour le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. L'application de partage de vidéos est le dernier point sensible dans la relation tendue entre la Chine et les États-Unis. L'administration Trump oblige l'application chinoise à vendre ses activités basées à Los Angeles et il veut également une partie de l'argent de la vente. Et voici les dernières nouvelles. Autrefois surnommé l'endroit le plus heureux sur Internet, TikTok est maintenant dans le collimateur des États-Unis. Le week-end dernier, le président américain voulait interdire l'application, puis il a donné son accord pour que Microsoft discute des modalités d'achat des opérations américaines de l'application. Mais le président Trump a eu ensuite d'autres exigences en plaçant une date limite, le 15 septembre, pour la vente, et il a également annoncé que le gouvernement américain devrait obtenir une partie importante de l'argent de la transaction. J'ai dit qu'une partie très importante de l'argent allait devoir entrer dans le trésor des États-Unis parce que nous faisons en sorte que cet accord se produise. Pour l'instant, ils n'ont aucun droit, à moins que nous ne leur donnions. Donc si nous voulons leur donner les droits, alors ça doit entrer dans ce pays. Est-ce une taxe, un racket? Est-ce légal? Cette décision a dans tous les cas surpris aux États-Unis et même dans le monde. Beijing dit que c'est sans précédent. La suppression américaine de l'entreprise concernée via la sécurité nationale ne tient pas debout. Il s'agit simplement de chercher une excuse. La société concernée a exercé des activités commerciales aux États-Unis conformément aux principes du marché et aux règles internationales et a respecté les lois et règlements américains. Mais les États-Unis ont imposé des restrictions et les ont supprimées pour des accusations injustifiées. Il s'agit d'une manipulation politique totale. ByteDance, le propriétaire de TikTok, est pris au piège dans un jeu géopolitique qui semble n'avoir aucune règle. Certains citoyens chinois sur Internet ont demandé à la société de résister, mais le fondateur et directeur Zhang Yiming dit dans une note au personnel que la société n'a d'autre choix que d'obtenir un accord ou de voir son application interdite. L'environnement géopolitique et public actuel devient de plus en plus complexe.
Nous sommes confrontés à une forte pression extérieure sur certains marchés. Notre équipe de réponse travaille 24 heures sur 24 et fait des heures supplémentaires ces dernières semaines pour obtenir le meilleur résultat. Quel que soit le résultat, la société envisage de déménager son siège social mondial de Los Angeles à Londres. Bonjour. Alors pour les États-Unis, le TikTok doit être soit vendu, soit bloqué. Oui, alors au début, le président américain Donald Trump souhaitait tout simplement la bloquer, puis il semblerait qu'il ait changé d'avis. En effet, Économie Matin rapporte que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a discuté de l'acquisition de TikTok avec le président américain et celui-ci aurait donné son feu vert à l'acquisition par Microsoft des activités de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais à la condition toutefois que la transaction soit conclue dans les 45 jours. Si l'acquisition n'est pas conclue à temps, TikTok sera interdite aux États-Unis. L'acquisition de TikTok par Microsoft, le leader mondial des systèmes d'exploitation, constituerait sa porte d'entrée sur le marché des réseaux sociaux. Si Microsoft acquérait les activités américaines de TikTok, la plateforme sociale devra alors se conformer aux directives américaines, en particulier en matière de sécurité informatique et de traitement des données. Je pense qu'il n'y a pas d'autorité juridique claire, de base légale, dans le droit américain. Au contraire, ce pourrait être une violation directe de la disposition constitutionnelle, de la Constitution américaine, en regard de la protection des droits de propriété. Je pense que le gouvernement américain n'a présenté aucune preuve solide sur comment TikTok aurait violé les lois et les normes des États-Unis. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'affirmations, mais toutes sont vides. Il n'a pas été demandé à TikTok de prendre des actions spécifiques pour se conformer au droit américain, car je pense que TikTok a largement fait cela. Et si les États-Unis font cela, si les États-Unis interdisent TikTok ou contraignent TikTok à vendre ses opérations américaines à une entreprise américaine, je pense que ce geste est fondamentalement incompatible avec les principes d'une entreprise libre, de la libre concurrence, de la liberté du marché, que les États-Unis ont véhiculé durant des décennies. Là encore, c'est une affaire très étrange. On reste dans la région, direction le Liban, où l'on vient d'assister à une démarche inattendue du gouvernement du Premier ministre Hassan Diab, qui, face à la situation économique catastrophique que connaît le pays depuis plusieurs mois, a décidé de se tourner vers la Chine pour lui demander d'investir dans le pays. Pour en parler, on retrouve en direct de Paris Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonjour. Quelle signification particulière peut-on accorder à cette démarche ? Tout d'abord, cette démarche n'a pu se faire qu'avec l'aval du Hezbollah, donc de l'Iran. C'est le prolongement potentiel, et j'ai envie de dire, de l'axe Chine-Iran qui se dessine suite au partenariat stratégique de 25 ans que viennent de signer les deux pays au niveau économique et militaire. Alors, cela pourrait signifier que le Liban, qui est l'otage du Hezbollah, nous le savons, et de l'Iran, tourne le dos à l'Occident, aux États-Unis, au Fonds monétaire international, à la France, qui ont refusé, à eux trois, de débloquer 21 milliards de dollars de crédit parce qu'en effet, le gouvernement libanais refuse des réformes et des mesures anticorruption et que cet argent, bien entendu, risque d'être détourné par le Hezbollah. Maintenant, il faut bien voir qu'après l'Iran, le Liban peut devenir un terrain d'affrontement, en effet, entre d'un côté les États-Unis et ses alliés, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la France et de l'autre la Chine. Alors est-ce que la Chine, injectant des milliards de dollars, peut sortir le pays de la pauvreté? Ce n'est pas évident. Il y a trop de corruption et la classe politique est trop pourrie. Rappelons que le taux de chômage touche 35% des 5 millions de Libanais et qu'un Libanais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que le Liban, avec l'aval de l'Iran, ne risque pas de tomber sous la coupe de l'expansionnisme chinois? Oui, je crois. C'est une possibilité fort inquiétante.
En ligne également avec Avi Pazner. Bonjour et merci à vous, ancien ambassadeur d'Israël, on le rappelle, en France, mais aussi en Italie. On revient d'abord avec vous, Avi Pazner, sur l'offre israélienne donc d'aide au Liban. On sait que les deux pays sont officiellement en état de guerre. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement ce geste de Jérusalem? Est-ce qu'il y a l'espoir d'enterrer peut-être la hache de guerre? Écoutez, je crois que c'était une très bonne idée. Israël, immédiatement après les premières nouvelles de Beyrouth sur cette terrible explosion, a déclaré que nous n'avions rien à faire avec cette tragédie. Et puis, 2 heures après, nous avons tendu la main aux Libanais, un pays voisin. Il est vrai que pas tous les Libanais sont des amis d'Israël, comme le Hezbollah, mais Israël compte des amis aux Libanais. Je suis sûr que la plupart de la communauté chrétienne ou de la communauté sunnite arabe n'ont absolument rien contre Israël. Et donc, cette proposition d'aide, je crois, est tombée dans des oreilles attentives. Alors, je ne sais pas si le Liban peut accepter en ce moment de l'aide israélienne, mais cela démontre en tout cas, encore une fois, qu'Israël n'avait rien à faire avec cette tragédie. Et puis, il faut bien le dire, du point de vue international, c'était du très bon public relation, du très bon PR. J'ai vu un peu les chaînes américaines, anglaises, allemandes, françaises, italiennes, tous parlaient du fait qu'Israël, qui a ses problèmes avec le Liban, ou plutôt avec le Hezbollah, est prêt à donner une aide humanitaire. Et je crois que cela a ajouté beaucoup à l'image d'Israël. Ouais, donc un vrai message, un message fort et un vrai écho aussi diplomatique, comme vous le dites. Justement, c'est ce type d'événements gravissimes au Liban qui peuvent à terme engendrer peut-être des modifications profondes au sein de ce pays qui elles-mêmes pourraient eh bien, laisser entrevoir comme un changement de donne dans la relation avec Israël. C'est possible ? C'est très possible parce que je crois que cela va conduire à un affaiblissement du Hezbollah. Ça ne va peut-être pas arriver en un jour, une semaine ou en un mois. Mais les Libanais, même les Libanais chiites, se rendent compte que la présence du Hezbollah et de son leader Nasrallah est une menace pour le Liban même. Vous savez qu'Israël a déclaré maintes fois que si nous étions, Dieu nous en garde, attaqués par le Hezbollah, la réponse d'Israël ne serait pas seulement contre le Hezbollah, mais serait contre le Liban lui-même, puisque le Hezbollah s'est implanté au Liban. Et cette tragédie de Beyrouth hier peut donner un aperçu à la population libanaise, à l'opinion publique libanaise, de ce qu'il pourrait arriver vraiment s'il y a une conflagration entre le Hezbollah et Israël, et qu'Israël vraiment riposte contre le Liban même. J'espère que cela ne va jamais arriver, mais je crois que beaucoup de Libanais aujourd'hui, et encore une fois, pas seulement les chrétiens, pas seulement les sunnites, les chiites aussi pensent, qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous, dans un état de telle ennemité avec Israël, nous n'avons aucun problème avec Israël. Les frontières avec le Liban sont délimitées et Israël n'occupe pas une partie du Liban. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Alors je crois qu'à terme, cela va affaiblir le Hezbollah et ça c'est une bonne chose pour Israël. Effectivement. Alors justement, concernant le Liban, vous pensez qu'aujourd'hui c'est vraiment le Hezbollah qui a le plus à perdre dans cette tragédie, surtout s'il s'avère qu'il s'agissait de stocks consacrés à la confection d'armements, dirigés comme on le sait en grande partie contre Israël? Oui, je crois que c'est le Hezbollah qui a plus à perdre. Et il y a encore une autre dimension. Nous savons tous que Nasrallah planifiait une action militaire, une action terroriste contre Israël. Ça fait déjà 2 semaines que notre armée est en alerte sur la frontière nord. Je crois que ce qui est arrivé hier à Beyrouth va lui donner beaucoup de fil à retordre dans sa pensée et qu'il peut considérer, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de créer un incident à la frontière israélo-libanaise qui risque de se propager comme un feu au Liban tout entier? C'est déjà arrivé une fois en 2006, ça peut arriver encore une fois. Alors je crois que hier, ce qui est arrivé,
c'est Hezbollah qui a perdu beaucoup de cartes dans l'immédiat et dans le futur. Voilà, suivant. En tout cas, merci beaucoup, Aviv Pazner, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, David. Merci à vous. Voilà, et sur le terrain en Liban, l'origine de l'explosion. Oui, Samuel, le 4 août 2020 va sans doute faire date dans l'histoire complexe qu'entretiennent Israël et le Liban. Deux effets à prévoir, dont le premier est immédiat. Dans les médias, le Hezbollah devrait être dissuadé de ne pas lancer l'opération promise contre Israël en représailles à la mort de l'un de ses miliciens, pour ne pas plonger évidemment un peu plus le Liban dans le chaos, dans l'apocalypse. D'ailleurs, on a vu hier un communiqué de la milice chiite libanaise appelé à l'unité nationale, à l'apaisement. Des condoléances aux familles des victimes ont été présentées par le Hezbollah. On voit mal donc comment la milice chiite pourrait déclencher dans ce contexte une escalade militaire avec Israël. Voilà pour les faits immédiats. Alors évidemment, plus les jours vont passer et plus des questions vont être soulevées au Liban. Elles devraient mettre un peu plus la pression sur le Hezbollah, mais aussi sur le gouvernement qui est accusé, comme vous le savez, de connivence avec le Parti de Dieu libanais. Le fait, par exemple, que la déflagration se soit produite sur un site qui abritait, on le sait, des armements du Hezbollah, eh bien, cela va nuire incontestablement au mouvement. D'ailleurs, qu'importe les conclusions de l'enquête, qu'il s'agisse d'un accident ou bien d'une attaque ciblée, la question de l'armement du Hezbollah va se poser au Liban. Existe-t-il d'autres matières explosives, d'autres missiles entreposés en plein cœur de populations civiles? Les Libanais vont exiger des réponses. Alors avec quelle détermination, avec quel engouement? Ces exigences vont-elles trouver un écho dans les protestations qui ont débuté en début d'année, vous vous en souvenez, et qui avaient conduit à la démission du Premier ministre Hariri? Ajoutez à cela que c'est entre autres à cause du Hezbollah que le FMI refuse toujours de verser son aide à une économie libanaise qui est aux abois. C'est donc incontestablement, Samuel, un Hezbollah qui sort affaibli. C'est un coup dur pour la milice chiite libanaise. Pour Israël, c'est sans doute une bonne nouvelle, même si Jérusalem, vous le savez, ne se réjouit pas ce matin et propose au contraire son aide humanitaire et médicale aux autorités libanaises. Alors Cyril, le Liban subit déjà une gravissime crise économique, une crise politique, mais aussi la crise sanitaire de Covid-19. Et maintenant, cette catastrophe, ce drame, Cyril, risque de mettre le pays un peu plus à genoux? Absolument, surtout que ce port qui a été visé, c'est l'un des plus importants du Moyen-Orient. C'est par ici que transite la principale source d'approvisionnement alimentaire. C'est aussi par ce port que transitent la plupart des importations, des exportations libanaises. 90%, écoutez bien Samuel, 90% de sa consommation, la consommation de blé des Libanais, dépend des importations qui transitent par ce port. Et Dieu sait si les Libanais consomment du blé dans leur alimentation. La destruction de ce port, elle va donc ravager davantage un pays qui se voit privé de sa frontière maritime, alors qu'il en partage deux frontières terrestres, l'une avec la Syrie, qui, comme vous le savez, est déchirée par la guerre, donc pas de transit possible, et l'autre avec Israël, et qui est en guerre avec le Liban. Ajoutez à cela la dépréciation de la monnaie libanaise, l'hyperinflation, les licenciements massifs. Un tiers des Libanais sont au chômage. Le seul salut pourrait venir du FMI, mais vous le savez, le Fonds monétaire international conditionne très sévèrement ces deniers à une réforme politique. Cette réforme politique, elle passe inexorablement par un musulman du Hezbollah.看，我又录着了！我操！ Thank you. Thank you all. Thank you, Governor, for that very, very generous introduction. It is true, when you walk in that gym and you say the name Pompeo, there is a whisper. I had a brother, Mark, who was really good, a really good basketball player.
And how about another round of applause for the Blue Eagles Honor Guard and Senior Airman Kayla Highsmith and her wonderful rendition of the national anthem. Thank you, too, to Pastor Lori for that moving prayer. And I want to thank Hugh Hewitt and the Nixon Foundation for your invitation to speak at this important American institution. It's great to be sung to by an Air Force person, introduced by a Marine, and they let the Army guy in front of the Navy guy's house. It's all good. It's an honor to be here in Yorba Linda, where Nixon's father built the house in which he was born and raised. To all the Nixon Center board and staff who made today possible. It's difficult in these times. Thanks for making this day possible for me and for my team. We are blessed to have some incredibly special people in the audience, including Chris, who I've gotten to know, Chris Nixon. I also want to thank Tricia Nixon and Julie Nixon Eisenhower for their support of this visit as well. I want to recognize several courageous Chinese dissidents who have joined us here today and made a long trip. And to all the other distinguished guests, to all the other distinguished guests, thank you for being here. For those of you who got under the tent, you must have paid extra. And those of you watching live, thank you for tuning in. And finally, as the governor mentioned, I was born here in Santa, not very far from here. I've got my sister and her husband in the audience today. Thank you all for coming out. I bet you never thought that I'd be standing up here. My remarks today are the fourth set of remarks in a series of China speeches that I asked National Security Advisor Robert O'Brien, FBI Director Chris Wray, and the Attorney General Barr to deliver alongside me. We had a very clear purpose, a real mission, was to explain the different facets of America's relationship with China. The massive imbalances in that relationship that have built up over decades, and the Chinese Communist Party's designs for hegemony. Our goal was to make clear that the threats to Americans that President Trump's China policy aims to address are clear, and our strategy for securing those freedoms established. You know, Ambassador O'Brien spoke about ideology. FBI Director Wray talked about espionage. Attorney General Barr spoke about economics. And now my goal today is to put it all together for the American people and detail what the China threat means for our economy, for our liberty, and indeed for the future of free democracies around the world. Next year marks half a century since Dr. Kissinger's secret mission to China, and the 50th anniversary of President Nixon's trip isn't too far away in 2022. You know, the world was much different then. We imagined engagement with China would produce a future with bright promise of comedy and cooperation. But today we're all still wearing masks and watching the pandemic's body count rise because the CCP failed in its promises to the world. We're reading every morning new headlines of repression in Hong Kong and in Xinjiang. We're seeing staggering statistics of Chinese trade abuses that cost American jobs and strike enormous blows to the economies all across America, including here in Southern California. And we're watching a Chinese military that grows stronger and stronger and indeed more menacing. I'll echo the questions ringing in the hearts and minds of Americans from here in California to my home state of Kansas and beyond. What do the American people have to show now, 50 years on, from engagement with China? Did the theories of our leaders that proposed Chinese evolution towards freedom and democracy prove to be true? Is this China's definition of a win-win situation? And indeed, centrally, from Secretary of State's perspective, is America safer? Do we have a greater likelihood of peace for ourselves and peace for the generations which will follow us? Look, we have to admit a hard truth. We must admit a hard truth that should guide us in the years and decades to come. That if we want to have a free 21st century and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams, the old paradigm of blind engagement with China simply won't get it done. We must not continue it, and we must not return to it. As President Trump has made very clear, we need a strategy that protects the American economy and indeed our way of life. The free world must triumph over this new tyranny.
Now, before I seem too eager to tear down President Nixon's legacy, I want to be clear that he did what he believed was best for the American people at the time, and he may well have been right. He was a brilliant student of China, a fierce Cold Warrior, and a tremendous admirer of the Chinese people, just as I think we all are. He deserves enormous credit for realizing that China was too important to be ignored, even when the nation was weakened because of its own self-inflicted communist brutality. In 1967, in a very famous Foreign Affairs article, Nixon explained his future strategy. Here's what he said. He said, taking the long view, we simply cannot afford to leave China forever outside of the family of nations. The world cannot be safe until China changes. Thus, our aim, to the extent we can, we must influence events. Our goal should be to induce change. And I think that's the key phrase from the entire article, to induce change. So with that historic trip to Beijing, President Nixon kicked off our engagement strategy. He nobly sought a freer and safer world, and he hoped that the Chinese Communist Party would return that commitment. As time went on, American policymakers increasingly presumed that as China became more prosperous, it would open up, it would become freer at home, and indeed present less of a threat abroad. It'd be friendlier. It all seemed, I am sure, so inevitable. But that age of inevitability is over. The kind of engagement we've been pursuing has not brought the kind of change inside of China that President Nixon had hoped to induce. The truth is that our policies and those of other free nations resurrected China's failing economy only to see Beijing bite the international hands that were feeding it. We opened our arms to Chinese citizens only to see the Chinese Communist Party exploit our free and open society. China sent propagandists into our press conferences, our research centers, our high schools, our colleges, and even into our PTA meetings. We marginalized our friends in Taiwan, which later blossomed into a vigorous democracy. We gave the Chinese Communist Party and the regime itself special economic treatment, only to see the CCP insist on silence over its human rights abuses as the price of admission for Western companies entering China. Ambassador Bryant ticked off a few examples just the other day. Marriott, American Airlines, Delta, United all removed references to Taiwan from their corporate websites so as not to anger Beijing. And Hollywood, not too far from here, the epicenter of American creative freedom and self-appointed arbiters of social justice, self-censors even the most mildly unfavorable reference to China. This corporate acquiescence to the CCP happens all over the world too. And how has this corporate fealty worked? Is its flattery rewarded? I'll give you a quote from the speech that General Barr gave, Attorney General Barr. In a speech last week, he said that the ultimate ambition of China's rulers isn't to trade with the United States, it is to raid the United States. China ripped off our prized intellectual property and trade secrets, causing millions of jobs all across America. It sucked supply chains away from America and then added a widget made of slave labor. It made the world's key waterways less safe for international commerce. President Nixon once said he feared he had created a Frankenstein by opening the world to the CCP. And here we are. Now, people of good faith can debate why free nations allowed these bad things to happen for all these years. Perhaps we were naive about China's virulent strain of communism, or triumphalists after our victory in the Cold War, or cravenly capitalist, or hoodwinked by Beijing's talk of a peaceful rise. Whatever the reason, today China is increasingly authoritarian at home and more aggressive in its hostility to freedom everywhere else. And President Trump has said enough. I don't think many people on either side of the aisle dispute the facts that I've laid out today. But even now, some are insisting that we preserve the model of dialogue for dialogue's sake. Now, to be clear, we'll keep on talking, but the conversations are different these days. I traveled to Honolulu now just a few weeks back to meet with Yang Jiechi. It was the same old story. Plenty of words, but literally no offer
to change any of the behaviors. Yang's promises, like so many the CCP made before him, were empty. His expectations, I surmise, were that I'd cave to their demands, because frankly, this is what too many prior administrations have done. I didn't, and President Trump will not either. As Ambassador O'Brien explained so well, we have to keep in mind that the CCP regime is a Marxist-Leninist regime. General Secretary Xi Jinping is a true believer in a bankrupt totalitarian ideology. It's this ideology that informs his decades-long desire for global hegemony of Chinese communism. America can no longer ignore the fundamental political and ideological differences between our countries, just as the CCP has never ignored them. My experience in the House Intelligence Committee, and then as director of the Central Intelligence Agency, and my now 2+ years as America's Secretary of State have led me to this central understanding that the only way to truly change communist China is to act not on the basis of what Chinese leaders say, but how they behave. And you can see American policy responding to this conclusion. President Reagan said that he dealt with the Soviet Union on the basis of trust but verify. When it comes to the CCP, I say we must distrust and verify. We the freedom-loving nations of the world must induce China to change, just as President Nixon wanted. We must induce China to change in more creative and assertive ways because Beijing's actions threaten our people and our prosperity. We must start by changing how our people and our partners perceive the Chinese Communist Party. We have to tell the truth. We can't treat this incarnation of China as a normal country just like any other. We know that trading with China is not like trading with a normal law-abiding nation. Beijing threatens international agreements treats international agreements as suggestions, as conduits for global dominance. But by insisting on fair terms, as our trade representative did when he secured our Phase 1 trade deal, we can force China to reckon with its intellectual property theft and policies that have harmed American workers. We know, too, that doing business with a CCP-backed company is not the same as doing business with, say, a Canadian company. They don't answer to independent boards, and many of them are state-sponsored and so have no need to pursue profits. A good example is Huawei. We stopped pretending Huawei is an innocent telecommunications company just showing up to make sure you can talk to your friends. We've called it what it is, a true national security threat, and we've taken action accordingly. We know, too, that if our companies invest in China, they may wittingly or unwittingly support the Communist Party's gross human rights violations. Our Departments of Treasury and Commerce have thus sanctioned blacklisted Chinese leaders and entities that are harming and abusing the most basic rights for people all across the world. Several agencies have worked together on a business advisor to make certain that our CEOs are informed of how their supply chains are behaving inside of China. We know too that not all Chinese students and employees are just normal students and workers that are coming here to make a little bit of money and to garner themselves some knowledge. Too many of them come here to steal our intellectual property and to take this back to their country. The Department of Justice and other agencies have vigorously pursued punishment for these crimes. We know that the People's Liberation Army is not a normal army too. Its purpose is to uphold the absolute rule of the Chinese Communist Party elites and expand a Chinese empire, not to protect the Chinese people. And so our Department of Defense has ramped up its efforts, freedom of navigation operations out throughout the East and South China Seas and in the Taiwan Strait as well. And we've created a space force to help deter China from aggression on that final frontier. And so too, frankly, we've built out a new set of policies at the State Department dealing with China, pushing President Trump's goals for fairness and reciprocity to rewrite the imbalances that have grown over decades. Just this week, we announced the closure of the Chinese consulate in Houston because it was a hub of spying and intellectual property theft. We reversed 2 weeks ago 8 years of cheek turning with respect to international law in the South China Sea. We've called on China to conform its nuclear capabilities to the strategic realities of our time.
and the State Department at every level, all across the world, has engaged with our Chinese counterparts simply to demand fairness and reciprocity. But our approach can't just be about getting tough. That's unlikely to achieve the outcome that we desire. We must also engage and empower the Chinese people, a dynamic, freedom-loving people who are completely distinct from the Chinese Communist Party. That begins with in-person diplomacy. I've met Chinese men and women of great talent and diligence wherever I go. I've met with Uyghurs and ethnic Kazakhs who have escaped Xinjiang's concentration camps. I've talked with Hong Kong's democracy leaders, from Cardinal Zen to Jimmy Lai. 2 days ago in London, I met with Hong Kong freedom fighter Nathan Law. And last month, in my office, I heard the stories of Tiananmen Square survivors. One of them's here today. Wang Dan was a key student who has never stopped fighting for freedom for the Chinese people. Mr. Wang, will you please stand so that we may recognize you? Also with us today is the father of the Chinese democracy movement, Wei Jinsheng. He spent decades in Chinese labor camps for his advocacy. Mr. Wei, will you please stand? You know, I grew up and served my time in the Army during the Cold War, and if there's one thing I learned, communists almost always lie. The biggest lie that they tell is to think that they speak for 1.4 billion people who are surveilled, oppressed, and scared to speak out. Quite the contrary, the CCP fears the Chinese people's honest opinions more than any foe. And save for losing their own grip on power, they have no reason to. Just think how much better off the world would be, not to mention the people inside of China, if we had been able to hear from the doctors in Wuhan and they'd been allowed to raise the alarm about the outbreak of a new and novel virus. For too many decades, our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese dissidents and warned us about the nature of the regime we're facing, and we can't ignore it any longer. They know as well as anyone that we can never go back to the status quo. But changing the CCP's behavior cannot be the mission of the Chinese people, and free nations have to work to defend freedom. It's the furthest thing from easy. But I have faith we can do it. I have faith because we've done it before. We know how this goes. I have faith because the CCP is repeating some of the same mistakes that the Soviet Union made. Alienating potential allies, breaking trust at home and abroad, rejecting property rights and predictable rule of law. I have faith. I have faith because of the awakening I see among other nations that know we can't go back to the past in the same way that we do here in America. I've heard this from Brussels to Sydney to Hanoi. And most of all, I have faith we can defend freedom because of the sweet appeal of freedom itself. Look at the Hong Kongers clamoring to emigrate abroad as the CCP tightens its grip on that proud city. They wave American flags. It's true. There are differences. Unlike the Soviet Union, China is deeply integrated into the global economy. But Beijing is more dependent on us than we are on them. Look, I reject the notion that we're living in an age of inevitability, that some trap is preordained, that CCP supremacy is the future. Our approach isn't destined to fail because America is in decline. As I said in Munich earlier this year, the free world is still winning. We just need to believe it and know it and be proud of it. People from all over the world still want to come to open societies. They come here to study. They come here to work. They come here to build a life for their families. They're not desperate to settle in China. It's time. It's great to be here today. The timing is perfect. It's time for free nations to act. Not every nation will approach China in the same way, nor should they. Every nation will have to come to its own understanding of how to protect its own sovereignty, how to protect its own economic prosperity, and how to protect its ideals from the tentacles of the Chinese Communist Party. But I call on every leader of every nation to start by doing what America has done, to simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability from the Chinese Communist Party.
It's a cadre of rulers that are far from homogenous, and these simple and powerful standards will achieve a great deal. For too long, we let the CCP set the terms of engagement, but no longer. Free nations must set the tone. We must operate on the same principles. We have to draw common lines in the sand that cannot be washed away by the CCP's bargains or their blandishments. Indeed, this is what the United States did recently when we rejected China's unlawful claims in the South China Sea once and for all, as we have urged countries to become clean countries so that their citizens' private information doesn't end up in the hand of the Chinese Communist Party. We did it by setting standards. Now, it's true, it's difficult. It's difficult for some small countries. They fear being picked off. Some of them, for that reason, simply don't have the ability or the courage to stand with us for the moment. Indeed, we have a NATO ally of ours that hasn't stood up in the way that it needs to with respect to Hong Kong because they fear Beijing will restrict access to China's market. This is the kind of timidity that will lead to historic failure, and we can't repeat it. We cannot repeat the mistakes of these past years. The challenge of China demands exertion, energy from democracies, those in Europe, those in Africa, those in South America, and especially those in the Indo-Pacific region. And if we don't act now, ultimately, the CCP will erode our freedoms and subvert the rules-based order that our societies have worked so hard to build. If we bend the knee now, our children's children may be at the mercy of the Chinese Communist Party, whose actions are the primary challenge today in the free world. General Secretary Xi is not destined to tyrannize inside and outside of China forever unless we allow it. Now, this isn't about containment. Don't buy that. It's about a complex new challenge that we've never faced before. The USSR was closed off from the free world. Communist China is already within our borders. So we can't face this challenge alone. The United Nations, NATO, the G7 countries, the G20, our combined economic, diplomatic, and military power is surely enough to meet this challenge if we direct it clearly and with great courage. Maybe it's time for a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies. We have the tools. I know we can do it. Now we need the will. To quote scripture, I ask, is our spirit willing, but our flesh weak? If the free world doesn't change, Communist China will surely change us. There can't be a return to the past practices because they're comfortable or because they're convenient. Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time, and America is perfectly positioned to lead it because our founding principles give us that opportunity. As I explained in Philadelphia last week, staring at Independence Hall, our nation was founded on the premise that all human beings possess certain rights that are unalienable, and it's our government's job to secure those rights. It is a simple and powerful truth. It's made us a beacon of freedom for people all around the world, including people inside of China. Indeed, Richard Nixon was right when he wrote in 1967 that the world cannot be safe until China changes. Now it's up to us to heed his words. Today, the danger is clear, and today the awakening is happening. Today, the free world must respond. We can never go back to the past. May God bless each of you. May God bless the Chinese people. And may God bless the people of the United States of America. Thank you all. Imagine, on rêvait d'un monde meilleur quand sur Space Lactine Spirit on éclatait nos boutons. Tu te souviens de cornes et nos premières histoires de cœur quand on tendait l'index et l'auriculaire comme des gros cons. Tu te souviens la NBA, tu te souviens d'MC Hammer. Tu voulais jouer au basket, tu voulais devenir champion, puis tu ne voulais plus jouer au foot, tu voulais devenir rappeur. Tu disais je vais niquer le game et m'asseoir sur des millions. Puis de temps sont tombés, on s'est posé des questions, on n'aurait pas dû, non. Maintenant ça nous saute à la gueule, c'est la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle boit des vies cette culture.
Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Tu te dis c'est Dark City putain, tu te dis c'est Matrix. Tu prends ton iPhone Apple, ton Android Google, t'appelles sur Facebook à boycotter Netflix. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde se fout de ta gueule. Et les infos défilent, les armes de destruction massive. Démocratie renversée, dictateurs installés. Pour chercher un barbu, ça balance des ogives sur des femmes, des enfants, sur des villages entiers. T'en viendrais presque à prier qu'ils fassent tout sauter. Façon Terminator 2, le jugement dernier. Que ça nous pète à la gueule, que ce soit la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle broie des filles cette culture. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Face à leurs bombes politiques, chient dans leur froc. Et nous sommes tous devenus de tristes amerlocs. Un pote m'a dit tu pètes un plomb, c'est quoi le problème? T'as plus de fric? Viens au Starbucks, je te paye un café, on va discuter. Et arrête de me saouler avec ton traité transatlantique. Moi franchement je vais mieux depuis que McDo m'a embauché. Et puis fais face merde, pense à tes gosses. Tu vas pas les priver de Coca, tu vas pas les priver de Disney. Pour des gamins la privation c'est atroce. C'est pas pour rien qu'on a fait une statue, c'est important la liberté. 2 mois plus tard le self-made man avait perdu son boulot. Il venait sonner chez moi comme un clodo. Il avait vraiment une sale gueule, c'était la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle broie des vies cette culture.